La Chine, en tant que puissance mondiale au cœur de l'Asie, est pour autant très mal connue en Europe et aux USA. Les informations que nous avons en tête sont souvent datées car la situation évolue rapidement. Comme j'ai la chance d'être proche de la société GAFCAL qui fait de la recherche économique et financière de haut vol depuis Hong Kong pour les grands institutionnels de ce monde, je vous propose de faire un point sur ce qu'est la Chine aujourd'hui. Vous allez voir, ça décoiffe. Allez, c'est parti! Commençons par vérifier les idées que nous avons en tête. Lorsque je discute avec des gens, souvent pour eux, la Chine est encore un pays en voie de développement. En gros, les Chinois ne sont pas très bien payés et la Chine est une puissance économique car elle exporte énormément. J'entends souvent dire que la Chine ne pourrait pas s'en sortir si nous n'achetions pas tous ces bibelots de mauvaise qualité, mais pas cher. Alors, reprenons. Premièrement, la Chine n'est plus un pays émergent, mais un pays tout à fait émergé. Olivier Berruyer avait fait sensation avec un article en septembre 2019. De nombreux travailleurs chinois ont un salaire équivalent à des salaires que l'on voit dans les pays de l'Europe de l'Est. Alors oui, on parle de la Pologne, de la Lituanie, de l'Estonie, et la comparaison est faite avec le salaire médian des grandes villes chinoises comme Shanghai, Pékin ou encore Shenzhen, qui est l'usine high-tech d'une bonne partie du monde. Mais souvenez-vous que la population de ces trois grosses villes, c'est 59 millions d'habitants. Donc ce comparatif est tout à fait légitime puisqu'en Pologne, on est à 38 millions d'habitants. Quant à l'Estonie et la Lituanie, on parle de 4 millions d'habitants tout mouillés. Alors vous allez me dire, oui, mais en Chine, ils sont 1,4 milliard. Sous-entendu, il y a peut-être quelques centaines de millions d'habitants au niveau de vie de la Pologne, mais il n'en reste pas moins un gros milliard de pauvres qui luttent pour survivre, comme en Corée du Nord. J'exagère, bien sûr, mais je vous assure que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est à peu près comme ça qu'ils se représentent la Chine. Alors prenons le salaire moyen. L'avantage du salaire moyen, c'est que lorsque vous le multipliez par la population, vous avez la totalité des salaires du pays. Donc, en 2020, le salaire moyen en Chine, c'est 876 € par mois, soit 10 500 € par an. Sachant que la population active est de 806 millions de Chinois, cela représente une masse de salaire distribuée à l'année de 8 500 milliards d'euros. Pour rappel, le PIB de la France, c'est 2400 milliards avant Covid et celui des USA, à peu près 17 000 milliards d'euros. À ce stade, on est loin d'un pays de miséreux. Poussons le raisonnement un peu plus loin. J'entends souvent des économistes de médias grand public affirmer avec aplomb que la croissance chinoise repose essentiellement sur sa capacité à vendre ce qu'elle fabrique à l'étranger. Autrement dit, ces personnes ont gardé le schéma mental du petit chinois qui fabrique des t-shirts dans son atelier pour les vendre aux USA et en Europe. Bien sûr, j'exagère car tout le monde reconnaît que les smartphones, iPhone y compris, sont fabriqués essentiellement en Chine. Mais l'idée de fond qui reste ancrée, c'est que la Chine, sans les USA et sans l'Europe, n'est rien ou pas grand-chose. Pour creuser encore un petit peu plus cette idée très populaire, en quelque sorte, c'est comme s'ils parasitaient notre pouvoir d'achat pour se construire leur propre puissance. Là aussi, c'est une idée qui est tout à fait éculée. Intuitivement, on peut le démontrer facilement. Puisque l'on sait que les Chinois au travail gagnent 8 500 milliards d'euros par an, et que l'on admet que la Chine sait tout fabriquer ou presque, on peut en conclure que le marché intérieur chinois est à peu près égal à 8 500 milliards d'euros. Ça m'étonnerait qu'ils achètent leurs iPhones aux États-Unis ou en France. Bien sûr, il y en a qui achètent des biens à l'étranger, mais globalement, on ne doit pas être si faux que ça avec notre calcul tout bête à la louche. Et on peut le vérifier. En 2020, la part de la consommation dans le PIB en Chine sera d'à peu près 58% du PIB. Puisque le PIB en 2020 sera d'à peu près 12 300 milliards d'euros, alors la consommation représente 7 250 milliards d'euros selon ce calcul. On n'est pas très loin de nos 8 500 milliards calculés à la grosse louche. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que 60% de consommation sur le PIB, ça suffit pour être un pays indépendant du pouvoir d'achat de l'Occident ? Vous avez tous entendu ce refrain dans les journaux et sur les télés. Il faut que la consommation reparte pour soutenir la croissance. Eh bien, aux USA, la part de la consommation est d'environ 67% selon les années. Bon, le souci avec une part de la consommation trop importante, c'est que vous faites un déficit annuel trop important. En économie, comme dans beaucoup de matières, tout est affaire d'équilibre. Si vous consommez beaucoup et que vous ne travaillez pas assez, vous sombrez. C'est le prix Nobel d'économie français Maurice Allais qui a théorisé cela avec sa fameuse règle d'or. En gros, il explique que la rémunération de l'épargne, donc les taux d'intérêt, doivent permettre de trouver l'équilibre optimum entre consommation
et investissement. Si vous consommez trop, vous n'investissez pas assez et le capital productif de votre pays finit par disparaître, car il n'est pas renouvelé. C'est ce qui se passe en Europe et aux USA. Les délocalisations ne sont que la conséquence de notre envie de consommer qui est démesurée. Nous sommes dans ce cas. Nous vivons au-dessus de nos moyens. À la fin de l'histoire, ces pays, plus cigales que fourmis, finissent pauvres. C'est l'histoire de l'Occident qui est en train de s'écrire. À l'inverse, si vous investissez trop et que vous ne consommez pas assez, vous êtes une fourmi invétérée, alors vous risquez d'appauvrir votre population et ou de faire les mauvais investissements pour satisfaire des clients étrangers qui vous paieront en monnaie de singe au final puisque eux se retrouvent fatalement en déficit par rapport à vous. Quelle que soit la façon dont on prenne le problème, la meilleure solution pour un grand pays en économie, c'est d'avoir une balance extérieure commerciale équilibrée. Si vous exportez trop ou que vous importez trop, à ce moment-là, cela finit mal à un moment ou à un autre. Trop exporter, c'est le cas de la Chine il y a 20 ans qui accumulait des dollars et des bons du trésor américain en contrepartie de leurs exportations. Aujourd'hui, la Chine a plus d'1 millier de milliards de réserves de change, essentiellement en dollars, et ils savent pertinemment que cela va mal se passer pour ce gros stock de dollars et d'euros. C'est bien pour ça que la Chine a cherché à construire sa propre demande interne. Et c'est là qu'il faut comprendre les mutations qui ont eu lieu en Chine. Pendant 40 ans, les Chinois se sont cassés le dos littéralement pour accumuler des dollars et des euros. Cet argent a été poliment placé en bons du trésor américain afin de rester en bons termes avec les USA notamment. Concernant l'Europe, c'est beaucoup moins grave de se fâcher avec les Européens qui n'ont pas d'armée et qui n'ont pas non plus de leadership politique. La Chine a utilisé cette grande quantité de dollars pour maintenir son yuan un peu plus bas par rapport au dollar. Là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Contrairement à ce que j'entends, si le yuan est bas, ce n'est pas parce que la Chine est une dictature. Dictature ou pas, si les équilibres économiques ne sont pas là, un pays s'effondre. Parlez-en à la Turquie en ce moment. Ils ont un dictateur au pouvoir, mais la livre turque est très mal en point. Non, voilà le deal qui a été passé entre la Chine et l'Occident. Deal qui ne dit pas son mot bien évidemment, mais qui est néanmoins en cours. Nous, la Chine, nous nous engageons à fabriquer toutes les conneries que vous voudrez. De plus, nous n'achèterons pas les actifs américains sur votre sol avec les dollars que vous nous enverrez. Nous nous engageons à recycler nos dollars en obligations américaines, ce qui vous permettra de nous acheter encore plus de bibelots de votre choix, puisque nous financerons votre déficit. En contrepartie, vous vous engagez à délocaliser vos usines et vos emplois en Chine en laissant le yuan sous-évalué par rapport au dollar. Cette politique va vous amener à avoir des déficits budgétaires de folie, car vous dépenserez toujours plus que ce que vous gagnez chez nous. Mais bon, comme on va vous acheter vos dettes, tout va bien, jusqu'à ce que le cycle de désindustrialisation soit fini, bien sûr. Dit autrement, les USA et l'Europe ont acheté les importations chinoises en contrepartie d'une désindustrialisation programmée. Un yuan sous-évalué et des réserves de change explosives ne sont que les moyens monétaires et financiers de procéder à ce transfert de richesse. Ce sont les moyens techniques. Dit comme ça, tout le monde comprend qu'au final, c'est la Chine qui finit riche et l'Occident qui finit pauvre. Mais alors, pourquoi diable accepter un deal aussi mauvais? La raison est simplissime. On a vendu les bijoux de famille pendant 40 ans parce que pendant 40 ans, nous avons pu vivre au-dessus de nos moyens et ce fut très agréable. Pendant que les Chinois travaillaient 60 heures par semaine, nous chantions et dansons en achetant des cadeaux de Noël pas chers. D'ailleurs, si les USA ont été des partenaires indéfectibles de ce deal pendant 40 ans, aujourd'hui que l'heure est venue de donner son âme au diable, en contrepartie de ces 40 années de fêtes et de plaisir, les USA ne veulent pas en entendre parler. Ce deal faustien est la cause fondamentale de la guerre commerciale entre la Chine et les USA. C'est pour cette raison que peu importe qui est le président des États-Unis, cette guerre commerciale aura lieu et sera perdue par les USA en tant qu'hégémon sur le déclin. Tout cela s'est bien illustré pendant la pandémie qui a frappé toute la planète. C'est à ce moment que l'Occident se rend compte que c'est la Chine qui détient les moyens de production. Les Occidentaux se sont battus entre eux pour avoir le droit d'acheter des masques, des médicaments ou du matériel médical aux Chinois. Alors, raconté comme ça, qui sont les vrais capitalistes? C'est pour cette raison que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, je vous parle des marqueurs de fin de crise qui viendront évidemment de la Chine et dans la partie Culture Invest, je vous donnerai un portefeuille type pour vous adapter à cette situation. Bien sûr, dans les numéros précédents, vous saurez comment acheter des obligations chinoises
puisque c'est le seul marché obligataire issu d'une puissance mondiale sur lequel il est encore intéressant de s'investir en termes de rendement. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.